9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, comme chaque mercredi, Elisabeth Lévy face à Thomas Guénolé. Deux personnalités, deux visions différentes, bien souvent, sur beaucoup de sujets. Bonjour à tous les deux. Bonjour, je me demandais si c'était vous la vérité, parce que c'est vous qui êtes en face de nous. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et les auditeurs, la région, surtout. en tout cas. Et les auditeurs, et d'ailleurs, qui vont pouvoir réagir, parce qu'ils aiment bien réagir. Hein. Bah alors souvent, ils appellent à la fin, ils disent est-ce que je peux poser une petite question, ou alors je suis d'accord avec Thomas Guénolé, ou avec Elisabeth Lévy, 0826 300 300. Vous savez, vous pouvez le faire. Dans un instant, on va parler du protectionnisme version Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant cela, on va commencer sur Elisabeth Borne et l'orientation professionnelle, parce que évidemment elle a fait une déclaration sur LCP disant qu'il fallait réfléchir à l'orientation professionnelle très tôt, même dès la maternelle, dès le plus jeune âge, a-t-elle dit. Alors ça a suscité beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux, etc. Elle s'en est expliquée ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, puisqu'elle était notre invitée. Oui, elle a dit qu'il n'était pas question de ça. On l'écoute, tiens. Allez, je voudrais rassurer vos auditeurs, on ne va pas orienter les élèves dès la maternelle. Donc, manifestement, mes propos n'étaient pas clairs. Oui. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'orientation, c'est un sujet global et on doit veiller à ne pas prédéterminer, conditionner les choix. Et on sait qu'il y a beaucoup de biais dans l'orientation qui sont très forts et qui apparaissent très tôt. Voilà, c'est ça. Alors là, elle voulait parler aussi de l'orientation, c'est-à-dire fille-garçon, quoi, aussi, avec des choix prédéterminés assez vite, quoi. Alors, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Non, mais je pense au cours de récréation genrée, je pense à cette espèce d'entreprise de rééducation. Alors, on n'apprend pas aux mômes à lire, à écrire, à compter et à l'histoire de leur pays, mais par contre, il faut commencer à leur truffer la tête de billevesées progressistes. Mais franchement, alors... Mais je reviens quand même à votre sujet. Donc ces gens sont vraiment marrants. Ça fait des années, si vous voulez, qu'on laisse tout le monde passer jusqu'à la classe supérieure, entrer à l'université, etc., que vous avez des gens qui ont le bac avec à l'évidence absolument pas le niveau. Je vous rappelle quand même que 15 à 20% Elisabeth des adultes... Lévy, je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, parce que vous pouvez nous regarder aussi sur YouTube ou autre, mais elle est en train de prendre ses sources dans Causeur. Oui, non, parce que vous avez fait un article sur ce sujet. En tous les cas, on sait qu'un grand nombre d'adultes, 20% à 15%, ne maîtrisent pas un texte écrit simple, si vous voulez, ce qui est quand même le produit d'un désastre total. Et maintenant, donc, au lieu de nous dire des choses raisonnables, il faut instaurer de la sélection à la fin de la troisième. Évidemment, ça ne sert à rien d'envoyer dans des études générales des enfants qui ont pas donc envie vous d'en êtes faire. d'accord avec Elisabeth Mais Borne, elle parlait d'avant, elle. Oui. Voilà. Deuxièmement, ces gens, elle ne va pas le faire. Ils ne vont rien faire. Quand elle a parlé de la formation des profs, et c'est pour ça que j'ai sorti Causeur, Lisa Carmen-Hirsing a fait un article sur la formation des profs, c'est accablant. Si vous reformez pas les profs avec des exigences de haut niveau, la dégringolade du niveau va continuer, et là, on fabrique, comme elle le dit, des coachs. Je vous assure, il faut aller lire cet article, parce que ce qu'elle raconte est juste sidérant sur le pédagogisme qui est toujours partout. Enfin bon, on fait n'importe quoi. Et c'est pas Madame Borne qui va changer ça. D'accord. Donc Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Alors, je suis tout à fait volontaire pour un débat plus large sur l'éducation nationale. Et je suggère qu'on fasse ça. Et je suggère qu'on fasse ça dans les prochaines semaines. On verra. Au moment du bac. Mais là, je vais recentrer sur orientation professionnelle, notamment parce que vous vous souvenez, Patrick, quand on a envisagé de travailler ensemble sur Sud Radio et on avait discuté par téléphone il y a un an ou deux, et je vous avais donné comme exemple, vous vous en souvenez, l'orientation professionnelle comme étant un sujet super important. Donc je suis très heureux qu'on en parle aujourd'hui. À la fin du lycée, en termes d'orientation professionnelle, les jeunes et leurs parents, ils sont paumés. Voilà, ça c'est un fait. Ils savent pas où envoyer leurs gosses et leurs gosses ne savent pas où aller. Et donc ces décisions sont prises. Pas tous, mais mais c'est vraiment, pas tous, mais c'est vraiment un phénomène massif. Et résultat, vous avez certaines filières d'études qui sont saturées. Alors je vous parle. Alors que les débouchés d'emploi sont rares ou mal payés. Je pense à STAPS.
par exemple. C'est pour faire prof de sport, en gros. Prof de sport. Et c'est ça, il y a énormément d'étudiants, alors que derrière, il y a peu de débouchés. C'est un domaine où la méritocratie devrait quand même être. Je prends un exemple. À la fac, on en voit beaucoup de jeunes qui ne savent pas où aller, qui vont un peu en sociaux, dans les facs de lettres d'une façon générale. C'est pas le pire problème, les facs de lettres. Elles ont cette réputation, mais il y a pire. C'est-à-dire faire un reportage à Paul Valéry à Montpellier. C'était il y a longtemps. Non, mais je le dis pour les gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gamins qui vont en fac de psycho. Sauf que derrière, la possibilité d'aller s'installer comme psychologue, si vous voulez, déboucher. Il y a une demande énorme, et croissante. Non, mais que la demande existe, je ne le conteste pas. Mais le fait d'arriver derrière à avoir un débouché d'emploi est pas si évident que ça, notamment parce que c'est des spécialisations longues. Et ils en ont pas conscience, en fait. Que quand vous allez en psycho, vous aurez peut-être un job, mais c'est dans vraiment longtemps. Le droit. Le droit reste prestigieux comme filière d'études, mais alors je vous parle, il y a déjà trop d'avocats, en tout cas dans les grandes villes. Et résultat, c'est une profession en réalité qui est paupérisée. Et puis avec ChatGPT, je ne raconte pas. Et pendant ce temps-là, vous avez d'autres filières qui correspondent à des besoins énormes, mais qui sont sous-dotées parce que les gamins ne pensent même pas à y aller. Tout ce qui est santé sociale, la demande est en train d'exploser, par exemple. Attendez, mais l'industrie automobile. Alors les métiers techniques, absolument. Plus personne n'y va. Non, mais c'est pas sans aller jusque-là. Il y a beaucoup de métiers autour de ça, de filières. Les avions, il faut des chaudronniers. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est juste que je parle de besoins massifs. Mais je parle de besoins massifs. Finalement, vous êtes d'accord avec Elisabeth Borne, il faut s'occuper de l'orientation. Alors, je suis d'accord sur l'orientation, parce qu'après, il y a les questions de genre. Mais non, mais je suis d'accord avec Elisabeth Borne, je l'assume complètement. Et je lance un appel. Peut-être que Madame Borne ou son équipe nous écoute, je l'espère. On a besoin, là, c'est le parent qui parle. C'est le papa qui parle. On a besoin d'un rapport annuel du ministère de l'Enseignement supérieur, avec pour chaque filière, quel pourcentage des étudiants trouvent un boulot assez rapidement en sortant de la filière, et combien ils sont payés en sortant de la filière. Cette information, alors je vous parle, n'existe pas. Et ensuite, si elle nous on les a... existe dans certaines écoles. C'est très rare, il nous faut un rapport avec tout ça, et comme ça, nous parents, et nos enfants, à l'approche des choix d'orientation, on pourra faire nos choix et prendre nos risques. D'abord, quand je dis l'orientation plutôt, c'est-à-dire je trouve ça scandaleux de laisser des mômes, et je veux aller jusqu'au bac et avoir le bac sans maîtriser leur langue. C'est parce que quand tu ne maîtrises pas ta langue, tu n'es pas donc et tu sais très bien que c'est ce qui se passe. Moi, j'en vois. Mais écoute, franchement, vraiment là, n'importe qui a affaire à des jeunes qui arrivent sur le marché du travail peut te le dire. Donc ça, déjà rétablir, rétablir le niveau du bac, ça me semble vraiment très important. Et deuxièmement, il faut arrêter de penser que tout le monde doit absolument faire des études générales. Il faut revaloriser aussi symboliquement ce qui est en train de se faire aujourd'hui, être pâtissier, être boucher, etc. Notamment. Oui, tout à fait. Vous savez très bien qu'il y a Top Chef, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a surtout plein de métiers en fait annexes. Je vais vous dire un truc. On pourra certainement que la moitié des bacs sont des bacs pro. Des journalistes un jour. On ne pourra pas se passer des menuisiers, des chaudronniers, des coiffeurs. On ne pourra pas s'en passer de ceux-là. Ils sont pas dans le virtuel. Ils sont pas. Tiens, je vais vous donner une petite anecdote, Elisabeth Lévy, que vous allez adorer puisque vous avez parlé de coiffeurs et des formations avec le bac. Vous savez que pour être coiffeur aujourd'hui, soit vous faites un CAP. Soit on a mis en place des bacs professionnels. Et il existe des bacs professionnels, par exemple, de coiffure. Pourquoi pas ? Parce qu'on a voulu. Sauf qu'ils n'apprennent pas la coiffure. Ils ne savent pas coiffer quand ils sortent de ce bac. Sérieux ? Donc, c'est sérieux. C'est très sérieux. C'était du témoignage. Je peux vous le dire effectivement de quelqu'un. Les gens en apprentissage, eux, sont nettement meilleurs. Pour ajouter juste un truc à ce que Thomas dit. C'est pour vous dire qu'on a voulu augmenter le niveau en se disant, on va avoir aussi des bacheliers en fait autour de la coiffure. La technocratie. Dans un instant, le protectionnisme avec Trump, nous poursuivons parce que évidemment ça défile le temps et les auditeurs rappellent 0826. La vérité en face jusqu'à 10h. 9h10 Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face, c'est jusqu'à 10h. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, comme chaque mercredi, autour du protectionnisme
mondial, le protectionnisme qui se redéveloppe à travers notamment Donald Trump, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, ses méthodes et puis son parler. Alors je sais pas si c'est son parler vrai. Vous avez entendu la petite phrase? Tiens, bon alors écoute. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Voilà, bon, ils viennent me... Voilà, je le dis, c'est ce qu'il a dit hier soir. Oui, pardon pour l'expression. Ils viennent me lécher. C'est une information. C'est une information. Vous avez le droit de le dire. Non, c'est ça. Profitez-en. Vous pourrez pas souvent dire ça à l'antenne. Non, complètement. Elle va te laver les oreilles avec du savon, comme les Dalton. Bon, en tout cas, ces droits de douane sont appliqués, bien sûr. Alors pas pour tous les pays. Pour l'instant, il y en a qu'une partie. Il y en a 100% sur certains produits en fait chinois. Il y avait des auditeurs qui ont réagi tout à l'heure. Et d'ailleurs réagissaient à 0826 300 300 en disant, et notamment c'était des gens de gauche qui disaient bah oui mais au moins on se repose des vraies questions par rapport à la production et la fabrication. Thomas Guénolé. Alors et Elisabeth Lévy ensuite. J'ai écrit plusieurs livres sur d'analyse critique de la mondialisation et il se trouve que moi je suis tout à fait favorable au protectionnisme, donc c'est pas là-dessus que j'ai un désaccord avec Donald Trump. Le problème n'est pas la guerre commerciale, le problème n'est pas le protectionnisme, là c'est un problème d'incompétence de Trump dans la façon d'être protectionniste. C'est-à-dire que le protectionnisme contre la concurrence déloyale, moi je suis complètement d'accord. Si vous avez des vêtements produits au Bangladesh sans code du travail, vous les surtaxez à l'entrée parce que on peut pas lutter contre cette concurrence-là, je suis d'accord avec ça. Le protectionnisme pour protéger une industrie qui est encore en train de juste naître chez vous. Ça, d'accord aussi. C'est tout à fait normal. Par exemple, la filière industrielle des voitures électriques en France, si on veut faire du protectionnisme, le temps de la développer pour pas se faire tailler des croupières par la concurrence chinoise, je suis toujours pas choqué. Et je trouve ça très bien. La filière des voitures électriques est une filière en enfance. Oui, l'année dernière en Europe, mais 30%. J'avais pas entendu. Mais le protectionnisme contre la concurrence loyale, non, il n'y a aucune raison de faire ça. Et donc quand Trump met des taxes protectionnistes sur la concurrence des produits européens, il a aucune raison valable de le faire. Parce qu'on n'est pas dans une situation de dumping social, on n'est pas dans une situation de dumping écologique, on n'est pas dans de la concurrence déloyale. Les taxes vis-à-vis des pays européens, elles sont beaucoup plus légères que les produits chinois. Oui, mais elles sont en soi frappées d'illégitimité. J'ajoute que... Pour vous? Pour moi, oui, pour le raisonnement que je vous donne. Et par ailleurs, donc un dernier point, il y a un protectionnisme pour le coup complètement débile, qui est le protectionnisme qui frappe les composants importés dont l'industrie américaine a besoin. La chaîne de valeur. Et donc, la fameuse chaîne de production internationalisée, qui met dans la panade, par exemple, pour le prix des semi-conducteurs, pose des problèmes énormes dans l'industrie automobile et dans l'industrie informatique. Donc, le protectionnisme intelligent, moi je suis totalement d'accord, vraiment. Le protectionnisme bourrin de Trump, en revanche, qui pose un problème d'incompétence, je ne suis pas d'accord. Bon, alors, j'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais il me semble, mon cher Thomas, qu'il y a une erreur au départ. Je ne crois pas du tout qu'on puisse se fier, disons, au grand folklore trumpiste de ces derniers jours pour savoir ce qu'il veut. Je crois que ce qu'il veut, c'est amener tout le monde à la table de la négociation, disons, dans un rapport de force favorable. Oui, ça, je suis d'accord. Donc je ne crois pas qu'on puisse savoir aujourd'hui ce qu'il va en être. Je ne pense pas qu'il va laisser des taxes de je ne sais pas combien de pourcents là, sur les produits chinois, encore que. Deuxièmement, la logique de Trump, disons la logique des protectionnistes, que je partage en grande partie, je suis assez d'accord avec Thomas, c'est de dire la mondialisation a mis en concurrence les ouvriers français et les ouvriers chinois, évidemment qui a perdu les ouvriers français, allemands, belges, tout ce que vous voulez, américains. Et parce qu'elle a été faite en dépit du bon sens et on n'a rien protégé et en plus on est naïf avec nos belles règles, on croit que le droit va tout régler. Donc il n'y a pas de raison, nous devons rétablir, et Trump s'est adressé aux classes populaires, aux classes moyennes américaines en leur disant je vais ramener de l'industrie, c'est ça la désindustrialisation. Le problème c'est que, en supposant même que ça marche, parce que sur le papier c'est très bien, ça va prendre, on vous ouvrez pas une usine comme ça parce que Trump l'a décidé. Donc, je pense, moi, qu'il faut un peu de protectionnisme. C'est-à-dire, comme Thomas, maintenant, l'idée de dire il faut qu'une frontière soit ouverte ou fermée est absurde. Si vous voulez, non, parce que c'est pas tout ouvert ou tout fermé, comme vient parfaitement de l'expliquer Thomas. Maintenant, si vous voulez, pendant des années, tous les mondialisateurs heureux, tous les gens qui nous disaient ça va être merveilleux, regardez, les Chinois sont sortis de la pauvreté grâce au fait que les ouvriers de chez vous y sont entrés, en gros. C'est ça qu'on nous a vendu. Je pense que ça n'a pas aidé. Maintenant, il faut être capable de dire protectionnisme sans agiter des croix.
Et moi, j'espère que cette guerre des tarifs ne va pas aboutir à une récession mondiale. La panique des marchés, c'est presque... Ça en prend quand même la direction. Non, mais écoutez, il y a toujours une sorte de panique. Je te laisse là parce que vas-y. Sur les marchés, il y a une sorte de panique qui me semble un peu excessive. Ouais. Attendons la suite. Les bourses font du yo-yo, hein, c'est-à-dire elles avaient baissé, elles ont remonté un peu hier, et puis là elles rebaissent ce matin. Génial, j'ai acheté. Non, c'est pas vrai. Alors, sur le sujet puisqu'on reste sur l'enjeu de la concurrence déloyale et donc de la légitimité du protectionnisme face à la concurrence déloyale. Dans ce cas-là, ça pose la question de la façon dont on organise le marché unique européen. C'est-à-dire que si vous avez un marché unique européen, moi sur le principe, j'ai aucun problème avec ça. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. Est-ce que la nation européenne existe ou pas? Est-ce que le peuple européen existe ou pas? Moi, je le pense et je le ressens, donc ça ne me pose aucun problème qu'on ait un marché unique. Persévérer dans l'erreur, mais enfin bon. Mais tu vas voir tu vas voir. Mais un marché unique dans lequel d'un pays à l'autre, l'impôt sur le revenu n'est pas le même, l'impôt sur les sociétés n'est pas le même, le salaire minimum n'est pas le même, le code du travail n'est pas le même, ça va pas. C'est-à-dire que vous organisez de manière générale. L'industrie n'est pas la même, les intérêts ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes problèmes face à Trump. Voilà. Et donc, si on a un marché unique, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il y a une chose qu'on n'a pas faite, qui est d'harmoniser en quelques années, en augmentant certains de manière graduelle, d'harmoniser les fondamentaux de salaire, de protection sociale et de fiscalité. Donc, parce que là, pour le coup, on parlait de la nécessité du protectionnisme dans certains cas, mais là, à partir du moment où il n'y a plus du tout de protectionnisme à l'intérieur du marché européen, dans ce cas-là, il faut une harmonisation fiscale, sociale, législative. Ce que tu n'as pas réussi à harmoniser. Vous ne pouvez pas laisser le salaire minimum bulgare ou roumain au niveau où il est, c'est pas possible. Mais tu vois, il y a un truc que tu n'arriveras pas. Vous devez l'augmenter graduellement. Il y a un truc que tu n'arriveras pas à harmoniser, ni par le droit, ni par ceci, ni par cela, c'est que, comme par hasard, les Allemands défendent l'industrie allemande. C'est bizarre. Les Français essayent, très mal d'ailleurs, parce que c'est ceux qui aiment le moins défendre leurs intérêts tricolores, essayent quand même vaguement de défendre par exemple les vins et spiritueux français. Les Allemands, ils s'en foutent des taxes sur les vins et spiritueux. Qui achète du vin allemand? Je veux dire, donc cette idée, il y a évidemment une grosse divergence. Mais il y a d'abord, on n'a absolument pas les mêmes intérêts, et vous allez voir que bien que ce soit une compétence de la Commission européenne, ce qui complique les choses, vous allez voir que chacun va y aller de son côté à essayer de négocier son accord. Il y a un exemple très frappant sur le Mercosur, par exemple. La France était opposée à cet accord pour essayer de protéger... Non, mais en partie, pour protéger notamment les agriculteurs. À la fin de la négo. Oui. Alors que les Allemands étaient tout à fait favorables pour justement, ils savaient, pour vendre leurs voitures. Ils peuvent. Évidemment. Oui, mais la deuxième différence, c'est que les Français n'ont rien fait pendant 10 ans. Les négociations pendant 10 ans des négos, les Français n'ont rien fait. Les négociations des accords commerciaux entre l'Europe et le reste du monde se font en 2 étapes. C'est-à-dire que vous avez une demi-finale, si vous voulez, pour prendre une métaphore de foot. Vous avez une demi-finale qui est interne à l'Europe, qui est quelle position commune on a vis-à-vis de l'autre partie qui va négocier, par exemple le Canada, avec l'accord de libre-échange avec le Canada, l'accord avec le Mercosur, l'accord il y a quelques années avec les États-Unis, l'accord avec la Chine, etc. Donc il y a d'abord une négociation entre les États européens sur c'est quoi nos objectifs unifiés de négociation, et ensuite il y a un négociateur unique de l'Europe avec l'autre partie de la négociation. Et en fait, c'est pas plus mal, parce que quand on s'y prend comme ça, certes, on y perd parce qu'il y a certains objectifs auxquels on doit renoncer pour aboutir à une position européenne unique, mais quand c'est quelqu'un qui est mandaté par toute l'Union européenne pour négocier un accord de libre-échange, je peux vous dire qu'il est en position de force, puisque c'est quand même la 2e puissance économique mondiale. Un mot, parce que c'est marrant, tout d'un coup, avec Thomas, tout est juridique, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a 10 ans, quand ça a commencé, les Français, il y a un papier dans Le Monde qui raconte très bien ça, qui est il y a 10 ans, les Français disaient, mais non, mais de toute façon, si ça ne nous plaît pas, à la fin, on est la France, nanana. Ils n'ont strictement rien fait, pendant que les autres défendaient leur petit bout de gras, les Italiens, chacun a obtenu quand même des bougets. Je suis d'accord que ce soit un problème là-dessus. On manque de culture de la négo dans les élites françaises. Mais pas de culture de la négo, on est nuls. C'est ce que je disais de manière diplomatique. On n'a pas de bons commerciaux. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a trop de gens qui sont dans une approche juridique parce qu'ils ont une formation de hauts fonctionnaires, et on n'a pas assez de gens dans ces branches-là du gouvernement qui ont une culture
commerçante, tout simplement. Trop de Guénolé passé. Mes parents Thomas, ils étaient dans les. Mon père était négociateur professionnel. Thomas Guénolé, évidemment, tous ces gens qui sortent en fait de grandes écoles dans l'administration, ils vont plutôt faire du business dans des entreprises, mais ils ne reviennent pas en fait dans les gouvernements, etc. parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Et c'est ceux dommage. qui ont envie. Bah oui, mais que voulez-vous, les 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec Donald Trump ou pas? Ou tiens, avec Elon Musk? Vous avez vu? Il a traité de crétin le conseiller économique de Donald Trump. Il est un peu zarbi, le conseiller économique. 9h10, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face, il nous reste quelques minutes jusqu'à 10h. Elisabeth Lévy qui regarde le chrono et Thomas Guénolé. Bah oui. Tiens, Bernard au 0826 300 300, c'est Bernard, hein, c'est ça, qui veut réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure autour de Trump et puis le protectionnisme. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous. Oui. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous dire que, effectivement, quand on veut pousser une voiture, et au début, c'est beaucoup plus dur, donc il faut donner un grand coup. Je crois que c'est le principe de la négociation. Oui. Et deuxièmement, c'est peut-être le moment de revenir sur quelque chose qu'on a un peu oublié, mais il y a beaucoup d'économistes qui en parlaient au début, c'est que la bonne manière pour que les charges sociales ne déséquilibrent pas les échanges commerciaux, c'est de prélever et de financer les charges sociales par la TVA. De cette manière, la charge sociale... Vous parlez de la TVA sociale? Attendez, de la TVA sociale. Non, mais, précisez, Bernard, oui. Oui, c'est-à-dire que ça permet de faire que tous les produits importés financent aussi les charges sociales, parce que si c'est prélevé sur salaire comme maintenant, il n'y a que les produits internes qui financent les charges sociales. Donc c'est pas du tout équilibré. Ce que vous dites, c'est que par exemple, il faut appliquer, en fait c'est une taxe, mais de la TVA sur certains produits qui viennent de l'extérieur, un peu plus pour financer nos charges sociales. Nos charges. Oui, c'est ça, nos dépenses sociales. Bernard, c'est ça, si je vous suis. Voilà, tout à fait. Oui. Ou alors il faut même arrêter par des charges sociales prélevées par les salaires et flécher tout ce qui est ramené par la TVA, parce que les produits étrangers, quand ils sont vendus sur le marché français, ils payent aussi de la TVA, et que toute la TVA serve à financer les charges sociales, ce qui permet de garder l'équilibre entre pays. Bon, merci. Bonne proposition venant du côté de Clermont-Ferrand. On nous écoute évidemment beaucoup aussi en Auvergne, je le sais, Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand on parle de Clermont, moi je parle surtout de l'Auvergne, quoi. Voilà. Merci Bernard. Thomas Guénolé. Alors, je suis d'accord avec notre auditeur. C'est-à-dire que non, mais ça arrive. Mais oui, c'est effectivement. Alors, ça a été appelé la TVA sociale, mais pour clarifier pour nos auditeurs, la TVA sociale proposée notamment par Jean Arthuis, c'est lui qui a beaucoup dit ça à une époque. La TVA sociale, c'était la proposition d'augmenter la TVA sur tous les produits importés ou pas pour financer le modèle social avec. Donc là, ce que propose notre auditeur est différent de ce que j'ai compris. Il propose d'augmenter la TVA uniquement sur les produits importés. Pour favoriser les produits... Pour équilibrer en termes de concurrence déloyale et de financer avec ça la protection sociale. Je suis totalement d'accord avec sa proposition. Ça ressemble un peu à ce que propose Trump. Et j'ajoute que, en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent, les traités européens actuels nous permettent de le faire, y compris vis-à-vis des produits européens. Parce qu'il y a deux critères qui nous autorisent à taxer les importations venant de l'Europe, c'est la protection écologique et la protection du consommateur. Merci Thomas Trump. Elisabeth Lévy. Donc là, franchement, je trouve que sur le papier, c'est très intelligent et c'est simple. En réalité, évidemment, c'est pas tout à fait ce que fait Trump, parce que c'est pas de mettre des trucs de 100%. Ah non, lui, c'est un bourrin, Vous appliquez uniformément sur tout ce qui rentre en France à zéro quelque chose. Avec Thomas Guénolé. Je suis pas assez calé pour vous dire si ça peut marcher, mais sur le papier, je trouve que c'est excellent, un excellent principe. Alors, je vais vous apporter dans la une communion opposition aujourd'hui. Non, mais je vais vous apporter une opposition par rapport à ça. C'est que beaucoup de ces produits qui sont importés, effectivement, comme ça, et qui viennent, par exemple, de Chine, on peut très bien leur mettre cette TVA sociale. Sauf que ce sont des produits qui sont peu chers et qui permettent, en fait, aux gens qui ont beaucoup de difficultés de pouvoir d'achat, d'acheter. Et donc, vous allez mettre une taxe. Je peux vous répondre une phrase. Moi aussi. Non, mais ils ne pourront plus en
fait acheter et ils auront des problèmes pour boucler les fins de mois. Ils les ont déjà. Donc qu'est-ce que vous leur dites ? La catastrophe de notre pays, de beaucoup de pays européens, c'est que nous avons fondé notre économie sur la consommation. Il faut la refonder sur la production. Je suis désolé, mais oui. Oui, ça veut dire... Voilà, je sais qu'on a peu de temps, donc je m'arrête. Thomas. Alors, il y a un choix cornélien à faire. Vous pouvez avoir un chômage élevé et des prix bas, ou le plein emploi et des prix élevés. Vous choisissez. Voilà. Mais plein emploi et des prix bas, faites une croix là-dessus. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Je suis très concret, par exemple. Vous allez sur un marché, vous allez acheter en fait des fraises. Et moi, je préfère pas de chômage et des prix qui montent. Vous allez acheter des fraises en fait aujourd'hui. Vous allez acheter de la gariguette qui vient de France, etc. Grosso modo, la barquette va être entre 6 et 8 euros. Vous avez les mêmes vous avez d'autres fraises qui ne viennent pas de France, mais qui viennent d'Espagne, notamment, et qui vont être à 2 euros. Et donc, certains ne peuvent pas se payer. Plus cher. Donc beaucoup de gens ne pourront pas acheter en fait ces fraises. Vous pouvez non, parce que au global, vous joignez en fait la stratégie autour des ZFE, Elisabeth Lévy, de pénalisation des classes les plus populaires. De production. Excusez-moi, qui a souffert de la désindustrialisation, sinon les classes populaires. Non mais quand même. Au global, vous faites monter le pouvoir d'achat de la population par le retour au plein emploi. Et donc la population au global a les moyens pour des prix plus élevés. C'est pas aussi simple que ça en fait. Mais encore une fois, c'est ce choix cornélien. Oui, bien sûr, mais vous. Voilà, alors avec vous, on va continuer, si vous voulez, à favoriser une économie tirée sur la consommation au lieu de se demander pourquoi le travail ne permet pas à des gens de vivre décemment. J'ajoute que le chômeur, c'est facile sur le papier, dans la réalité, c'est autre chose. Si on considère, si vous voulez, que permettre. Bon, pardon. Allez, c'est terminé. Merci. Vous reviendrez évidemment la semaine prochaine, vous Elisabeth Lévy, on vous retrouve demain matin. Dans un instant, les débats vont continuer évidemment avec Valérie Expert et Gilles Gansman, la partie média et la partie débat. Et je pense qu'on reviendra notamment sur Laurent Wauquiez, sur Elisabeth Borne. Allez, à demain.